Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un résumé rapide, chapitre par chapitre, de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, avant de procéder à une petite analyse suffisante. Donc ce résumé est tiré du site lesrésumés.com, je vous mettrai le lien dans la description. Voici les principaux personnages. Il y a Pierre Gringoire, auteur sans succès, il apparaît au début du roman pour la représentation d'une de ses pièces, dans la grande salle du Palais de justice de Paris. Esmeralda, splendide gitane qui gagne sa vie en dansant dans les rues. Elle a pour amie une chèvre nommée Djali. Les hommes qui la voient danser tombent souvent amoureux d'elle. Claude Frollo. Il développe une passion malsaine pour Esmeralda qui la trouble dans sa foi chrétienne. Il est celui qui s'est occupé de Quasimodo et l'a élevé. Jean Frollo, frère de Claude qui lui donne les moyens de subsister, il partage sa vie entre des études ratées et la compagnie des malandrins de la cour des miracles. Quasimodo, sonneur des cloches de Notre-Dame, il vit à demeure dans l'église, il est laid, bossu et borgne. Phoebus de Châteaupers, promis à Fleur de Lys, il s'intéresse aussi à Esmeralda sans l'aimer. Sa fiancée est jalouse de la gitane, il travaille comme capitaine de la garde, imbu de lui-même, il est à la fois charmeur et sot. Jacques Coppenole. Il fait partie de l'ambassade flamande et se présente comme chaussetier. Paquette. Il vit recluse, enfermé depuis la disparition de sa fille, enlevée à l'âge d'1 an par des bohémiens. Fleur de Lys, la fiancée de Phébus. Clopin Trouillefou, protecteur d'Esmeralda, c'est l'un des chefs des gitans. Incarnation du peuple, il transgresse les lois. Louis XI, le roi de France, apparaît peu dans le roman, mais réprime violemment la révolte des habitants de la cour des miracles qui tentent de sauver leur amie gitane. Commençons dès maintenant par le résumé de la partie 1. Chapitre 1. Dans la grande salle du palais de justice de Paris, une représentation théâtrale commence. La foule est nombreuse. Chapitre 2. L'auteur de la pièce, Pierre Gringoire, est impatient lorsqu'un mendiant trouble le spectacle. Au même moment, l'huissier annonce l'arrivée du cardinal de Bourbon. Chapitre 3. L'entrée du prélat avec son cortège de prêtres et d'abbés bouleverse la foule et trouble Gringoire. La foule est de plus en plus excitée. Chapitre 4 s'ajoute à ces personnages maître Jacques Coppenole, chaussetier, tandis que le mendiant s'accroche au basque du cardinal en répétant La charité, s'il vous plaît. Personne ne fait attention à la pièce, Coppenole critique les acteurs, Gringoire est furieux. Chapitre 5. Le plus grand désordre et l'euphorie règnent dans la salle du palais. Gringoire devenait le seul spectateur de sa propre pièce. La foule, de son côté, s'amuse à élire le pape des fous. C'est Quasimodo, le mendiant bossu, sourd et sonneur de cloches, qui remporte les suffrages. Chapitre 6. Alors que la foule quitte la grande salle en hurlant, Gringoire reste désabusé. Un jeune crie Esmeralda et tous se précipitent aux fenêtres. Partie 2, chapitre 1. Le dramaturge erre dans Paris, au milieu d'une foule en fête. Il se dirige vers la place de Grève pour manger un morceau. Chapitre 2. Cette place a un aspect sinistre. C'est là qu'ont lieu les exécutions. Gringoire se raccroche d'un cercle de personnes au centre duquel une jeune fille danse. À côté d'elle se trouve une chèvre nommée Djali. Gringoire est fasciné par la jeune fille qui, à présent, chante. Une foule de mendiants l'accompagne avec au centre Quasimodo, le nouveau pape des fous. Claude Frollo, l'archidiacre, vient le chercher sans ménagement. Chapitre 3. Gringoire arrivé trempé sur la place. Chapitre 4. Dans la nuit, Gringoire suit la bohémienne et Djali la chèvre. Elle le remarque. Il voit des hommes s'emparer de la gitane. Un capitaine de la garde, Phoebus de Châteaupers, la sauve in extremis. Chapitre 5. Gringoire est perturbé par une bande de gamins de Paris qui veulent mettre le feu à une paillasse, près d'une statue de la Sainte Vierge. Chapitre 6. Gringoire arrive à la cour des miracles, repère de truands de toutes sortes. Il est conduit devant le chef Clopin Trouillefou. Celui-ci veut le pendre. Esmeralda le sauve au dernier moment en acceptant de l'épouser. Chapitre 7. Gringoire se retrouve dans une petite chambre avec la bohémienne et la chèvre. Elle lui fait comprendre qu'il ne lui plaît pas et que son cœur penche pour Phoebus, le capitaine. Partie 3, chapitre 1. L'auteur décrit avec tendresse la cathédrale de Paris, dont chaque pierre est une page de l'histoire de la France, des sciences et des arts. Chapitre 2, il insiste ensuite sur l'histoire de la ville en décrivant chaque quartier et en partageant sa crainte de voir la cité dénaturée. Partie 4, chapitre 1. L'auteur reprend ce récit en racontant l'arrivée de Quasimodo sur le porche de la cathédrale lorsqu'il était enfant. Comparé à un singe manqué, il est recueilli et adopté par un jeune prêtre, Claude Frollo. Chapitre 2.
Triste, sérieux et cultivé, le jeune prélat n'était lié d'affection que pour son frère Jehan, dont il s'est occupé depuis la mort de ses parents. Puis il partagea son amour avec le jeune bébé difforme qu'il appela Quasimodo. Chapitre 3. Quasimodo devient carillonneur de Notre-Dame, dormant et vivant dans l'église. Frollo lui apprend à parler. Chapitre 4. Le sonneur de cloches éprouve une grande reconnaissance pour son mentor Frollo, devenant son serviteur le plus soumis. Ils avaient inventé un langage propre que personne ne comprenait. Quasimodo obéissait en tout à Frollo. Chapitre 5. Jehan, le petit frère de Claude, devient oisif et débauché. Affligé, Claude se voue à la science. Il se tient éloigné des femmes. Chapitre 6. L'archidiacre et son sonneur ne sont pas aimés du peuple. Lorsqu'ils sortent ensemble, ils sont tourmentés par des badauds. Partie 5, chapitre 1. Claude Frollo raconte à deux visiteurs, dont un tourangeau nommé Coictier, qu'il est à la recherche de la pierre philosophale. Il met fin à l'entretien avec une phrase énigmatique: ceci tuera cela. Chapitre 2. Frollo parlait du livre qui tuera la cathédrale. Signe de l'effroi du prélat devant l'imprimerie naissante, cela voulait dire: la presse tuera l'église, mais aussi l'imprimerie tuera l'architecture. Partie 6, chapitre 1. Quasimodo a été arrêté. Il est ficelé puis traîné devant un juge, sourd lui aussi. Le bossu ne répond à aucune question. Le juge croit qu'il se moque de lui. Il est condamné à être battu sur la place de Grève. Chapitre 2. L'auteur décrit un lieu particulier de Paris, nommé le Trou à Rats, où vivent des femmes recluses. Chapitre 3. Le lieu est occupé par une femme qui s'appelle Paquette et dont l'enfant lui a été volé par des bohémiens à la naissance et substitué par un bébé monstrueux. Elle ne garde de sa fille qu'un petit soulier. Chapitre 4. Quasimodo est ficelé sur le pilori devant les colibés de la foule. Pendant que la roue tourne, il est durement fouetté. Il hurle « À boire !» alors que la populace continue de se moquer. Approche d'une bohémienne qui lui tend de l'eau et sa gourde. C'est Esmeralda. Chapitre 5. De son trou, la recluse insulte la gitane. Partie 7, chapitre 1. Non loin de la cathédrale, quelques jeunes filles discutent. Il est question du mariage de Fleur de Lys avec le capitaine Phoebus Châteaupers. La fiancée montre à Phoebus une bohémienne qui danse sur la place, et reconnaît Esmeralda. Un autre homme observe la danseuse du haut d'une tour. Il s'agit de Frollo. Chapitre 2. De sa tour, Frollo n'a Dieu que pour Esmeralda. Il remarque que Quasimodo fait de même. Frollo voit Gringoire près de la danseuse. Il l'aborde. Ce dernier raconte son mariage avec la jeune beauté. Il jure au prêtre qu'il ne l'a pas touchée. Chapitre 3. Alors que Quasimodo s'apprête à faire sonner les cloches, il est troublé par l'arrivée de la jeune bohémienne. Les cloches se turent aussitôt. Chapitre 4. Jehan va rendre visite à son frère. Ce dernier se livre à des expériences infructueuses pour fabriquer de l'or. Il lui demande de l'argent. Après maintes discussions, Claude lui remet un florin. Chapitre 5. Un homme vêtu de noir se présente chez l'archidiacre. Il propose de faire arrêter la bohémienne. Frollo ne répond pas. Chapitre 6. Jehan retrouve le capitaine Phoebus et l'invite à boire. Claude Frollo surprend la conversation où il est question de la bohémienne. Il tremble. Chapitre 7. Jehan et Phoebus s'attablent au bar de la Pomme d'Ève. Un inconnu le provoque en duel. Il suit l'homme jusqu'à une chambre obscure et l'enferme. Chapitre 8. Cet homme n'est autre que Frollo. Il entend Esmeralda et Phoebus. Elle avoue son amour pour lui. Il l'enserre dans ses bras et l'embrasse et lui crie son amour. Phoebus tente de la dévêtir. Au moment où elle allait se donner un nuit, un poignard s'abat sur le capitaine. La femme est accusée de meurtre. Livre 8, chapitre 1. Les habitants de la cour des miracles s'inquiètent de l'absence d'Esmeralda. Gringoire se rend compte qu'elle va être jugée. Elle a beau dire que c'est un prêtre qui a tué Phoebus, personne ne la croit. Chapitre 2. Elle est conduite en prison sous la torture. Esmeralda avoue le crime. Chapitre 3. Esmeralda est condamnée à être pendue. La foule gronde. Chapitre 4. En attendant son exécution, la bohémienne croupit dans une prison lugubre. Un prêtre lui rend visite. C'est celui qu'elle a vu au moment du crime. Elle crie. Chapitre 5. Dans son trou à rats, la recluse crie de plus en plus fort son amour pour sa fille perdue en tenant un petit soulier. Un enfant qui passait par là annonce qu'on va pendre une bohémienne. Un prêtre confirme les dires de l'enfant. La recluse explose de joie. Chapitre 6. On apprend que Phoebus n'est pas mort. Le capitaine, seulement blessé, culpabilise un peu, mais oublie vite Esmeralda pour retrouver Fleur de Lys. Devant la foule, Esmeralda est conduite au supplice. Au moment où le bourreau lui lie les mains, elle voit Phoebus. Quasimodo observe la scène. Il saute et délivre la bohémienne. Il se précipite dans l'église pour qu'elle bénéficie de l'asile.
Partie 9, chapitre 1. L'archidiacre Frollo s'enfuit. Il pense à son attitude horrible. En rentrant, il voit son frère Jehan qui se livre à la débauche. Il se réfugie dans Notre-Dame. Dans la tour opposée, il aperçoit une femme vêtue de blanc. Chapitre 2. Esmeralda demande à Quasimodo pourquoi il l'a sauvée. Il s'enfuit et lui rapporte de la nourriture. Il lui interdit de sortir de l'église. On vous tuerait et je mourrai, lui dit-il. Chapitre 3. Pendant son sommeil, Quasimodo vient la voir dormir. Le matin, il lui répond. Il s'est souvenu de l'eau qu'elle lui a donnée lorsqu'il était au pilori. Il lui offre un sifflet de métal pour qu'elle l'appelle en cas de besoin. Chapitre 4. Elle est cloîtrée dans l'église avec sa chèvre. Quasimodo lui rend visite de temps en temps. Elle réclame Phœbus, ce qui attriste le bossu. Par amour, il va chercher le capitaine, mais celui-ci refuse de voir Esmeralda. Chapitre 5. Pendant ce temps, Frollo lui aussi s'est cloîtré. Il refuse de voir qui que ce soit, même Jehan, son frère bien-aimé. Il rêve de la bohémienne, il a la clé de sa cellule. Chapitre 6. Frollo entre dans la cellule d'Esmeralda et se couche auprès d'elle. Il lui supplie de l'aimer. Elle le rejette. Acculée, elle se saisit du sifflet pour appeler Quasimodo. Ce dernier accourt se saisit du prêtre qui parvient à s'enfuir. Partie 10, chapitre 1. Gringoire tombe par hasard sur Frollo. Il le trouve métamorphosé. Il parle de la bohémienne. Il suggère que l'on demande au roi sa grâce. Frollo lui suggère de la faire sortir de l'église. Il accepte. Chapitre 2. De retour dans la cathédrale, Frollo retrouve son frère qui l'attend. Une fois de plus, il lui demande de l'argent. Frollo lui remet une bourse. Chapitre 3. Dans le cabaret de la cour des miracles, Gringoire expose son plan et somme ses amis de venir délivrer Esmeralda. Clopin Trouillefou, le roi, distribue des armes aux coquins. Chapitre 4. En peu de temps, une masse de gens dirigés par Clopin Trouillefou s'agglutine devant le porche de Notre-Dame. Ils entrent de force dans le lieu sacré tandis que Quasimodo tente de les en empêcher. Face à Jehan qui le menace, Quasimodo le lance dans le vide. Chapitre 5. Conscient de la situation qui dégénère, le roi Louis XI entre en action. Lorsqu'il apprend que Notre-Dame est assiégée, il prépare son armée pour l'assaut et écrase le peuple révolté. Chapitre 6. Gringoire, qui a failli être pendu sur ordre du roi, rencontre un homme en noir qui lui dit qu'il a les clés de l'église. Chapitre 7. Les hommes du roi, bardés de fer, attaquent. Les truands se défendent mais sont vite défaits, malgré une résistance farouche. Quasimodo tombe à genoux, il se rend compte que la cellule où se trouvait Esmeralda est vide. Partie 11 et dernière partie. Chapitre 1. Grégoire, suivant le plan machiavélique de Frollo, a enlevé Esmeralda. Il la traîne dans la ville avec un autre homme qui n'est autre que Frollo lui-même. Il lui propose un marché, son amour ou la potence. Elle choisit la dernière et réaffirmant son amour pour Phœbus. En chemin, elle entend la recluse. Celle-ci lui tend un soulier. Esmeralda lui montre le deuxième pareil au premier. Elle reconnaît sa fille. Les deux femmes se terrent dans la cachette pendant que les soldats forcent l'entrée. La recluse mord de chagrin pendant qu'Esmeralda est conduite à la potence. Chapitre 2. Quasimodo recherche Esmeralda partout. Il est comme fou. De sa tour, il assiste à la pendaison d'Esmeralda. Furieux, il voit Frollo rire. Il le pousse dans le vide. Chapitre 3. Quasimodo a disparu. Frollo est mort. Gringoire a sauvé la chèvre. Phœbus s'est marié. Chapitre 4. Plusieurs années plus tard, le squelette de Quasimodo est retrouvé. Il enlace un autre squelette, celui d'une femme. Voilà pour le résumé, vous pouvez arrêter là si vous voulez. Maintenant, on va continuer sur une courte analyse de l'œuvre. Alors, les lieux de la cathédrale de Paris. L'histoire commence en 1482 à Notre-Dame de Paris, qui est d'ailleurs l'un des personnages centraux du roman et qui donne le titre de l'ouvrage. Hugo décrit en détail le monument en regrettant sa détérioration due à l'ignorance des hommes et à l'érosion. Il se sert des yeux de l'archidiacre qui, assis sur le paravé du parvis, contemple les sculptures. La partie 3 est centrée sur la ville. Le curieux titre du chapitre 2, Paris à vol d'oiseau, donne au lecteur une vue étonnante des toits de la capitale. Hugo décrit également la place de grève qui grouille de monde lors des fêtes ou des exécutions. C'était comme aujourd'hui un trapèze irrégulier bordé d'un côté par le quai et des trois autres par une série de maisons hautes, étroites et sombres. Concernant la cour des miracles, l'auteur évoque les toits pourris et l'enceinte dépavée de la cour des miracles et s'attarde sur sa dynamique, une sorte de ruche monstrueuse qui y bourdonnait nuit et jour. L'effet se déroule toujours dans un lieu précis, rue de la Savaterie, de la Vieille Draperie, rue de la Juiverie. Le livre est une invitation au voyage. Mais c'est aussi un plaidoyer contre l'injustice. S'il situe son histoire au XVe siècle, Hugo est bien un homme politique de son temps. S'il s'intéresse à l'architecture, c'est aussi pour dénoncer les atteintes au patrimoine.
Conservons les monuments anciens, inspirons, s'il est possible, à la nation l'amour de l'architecture nationale, écrit-il. Il rédige son roman pendant la Révolution de Juillet en 1830. Pour Hugo, le peuple de Paris est le créateur et le maître de la ville. Il hurle, vocifère, se révolte et est soumis par l'autorité. Les personnages du roman fonctionnent par opposition. Esmeralda, fille du peuple, gitane, rejetée, pure et finalement éliminée. À l'inverse, Frollo, prêtre égaré entre son désir charnel et sa vocation, abuse de sa position sociale. Pour Hugo, la justice des hommes est profondément injuste. Les pauvres sont toujours coupables. Le procès de Quasimodo en témoigne. Hugo en profite pour dénoncer la peine de mort, cette maladie de la terreur, dit-il. C'est aussi une histoire d'amour. Notre-Dame de Paris se décline sous plusieurs formes: l'amour pur d'Esmeralda, l'amour altruiste et platonique de Quasimodo, l'amour pervers de Frollo et l'amour léger de Phœbus. Frollo symbolise l'amour possessif qui préfère détruire plutôt que de voir sa proie lui échapper. Esmeralda tombe amoureuse de Phœbus, le prince charmant qui la sauve, mais lui ne l'aime pas en retour, elle lui plaît, simplement. Enfin, l'amour de Quasimodo pour la gitane est sans limite, lucide et désintéressé. C'est l'amour impossible. L'amour qui va au-delà de la mort, le difforme, va mourir à côté d'elle. Pitié, passion, folie, haine, peur habitent tour à tour les principaux personnages. Le mal semble triompher avec la mort d'Esmeralda et de Quasimodo, mais comme Roméo et Juliette, qui inspirent à Hugo, leur amour est de toute éternité. Hugo est bien un auteur romantique et son roman emblématique de ce courant littéraire. Les sentiments prévalent sur la raison. Et en dernier, c'est aussi une vision politique, des forces antagoniques s'opposent. Le peuple, décrit avec tendresse et crudité par Hugo, montre sa force dès le début de l'ouvrage lorsqu'il empêche une représentation théâtrale dans le palais de justice. Jacques Coppenole, fier d'être savetier, incarne le héros d'un peuple en mouvement. En face, le roi symbolise bien sûr le pouvoir, mais aussi l'obscurantisme et la force brute. Le peuple est à la fois celui qui se prend en main, à l'image de Clopin Trouillefou, le chef des Gitans, et celui qui souffre de l'oppression des forces instituées. Ce roman est aussi une leçon politique. Voilà pour Notre-Dame de Paris, je vous remercie d'avoir écouté, je vous souhaite bon courage pour votre contrôle. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à aimer, ça m'aide beaucoup, et puis ce que je vous offre est gratuit, donc merci à vous. À bientôt.